Le transport et la logistique révolutionnent nos modes de consommation, par exemple avec le commerce en ligne. Derrière la performance de cette logistique transport, il y a des femmes, des hommes et de l'expertise technologique. Depuis 1977, le groupe Coffeesoft a équipé plus de 3000 entreprises avec ses solutions informatiques innovantes. Coffeesoft, rendre simple ce qui est complexe. Notre invité est Francesco Gaeta. Bonjour Francesco. Bonjour, Bonjour. Baldi. Vous êtes français, italien? Les deux. Les deux, franco-italien. Oui. Et européen. Donc, Et surtout. typiquement européen. Vous êtes directeur des affaires européennes internationales au ministère de la Transition écologique. La transition écologique, le ministère, il a l'environnement, évidemment, l'énergie, et ce qui nous intéresse, les transports. Oui. Je crois que c'est la 3e fois que vous venez à des congrès de... C'est vrai, c'est la 3e fois que vous m'invitez. Et... Mais vous n'avez jamais le même boulot. Non, Chaque fois, vous changez de poste. Vous faites quoi maintenant? Non, déjà, il faut dire que la FNTR est un peu mon porte-bonheur dans ce point de vue. Donc, du coup, peut-être déjà se mettre d'accord que vous ne m'invitez pas l'année prochaine, laisser un peu de stabilité. Mais actuellement, du coup, effectivement, je suis directeur de l'Action européenne internationale au ministère de la Transition écologique, qui est la structure, en fait, qui essaie de consolider la position que nous portons en Europe et à l'international, au grand international, sur les grands sujets qui relèvent de ces secteurs. Donc, vous aviez bien dit... En fait, en français, vous êtes lobbyiste, vous êtes lobbyeur. Lobbyiste pour l'État. Pour l'État, oui, exactement. Vous faites le lobby à Bruxelles, sauf que ce n'est pas une entreprise, c'est la France. C'est exactement ça, c'est l'entreprise France, si on ose dire, en fait. Vous défendez l'entreprise France. Exactement. À Bruxelles. Paris-Bruxelles, vous êtes sans arrêt Vous êtes souvent à Paris ou à Bruxelles? Voilà, pour l'instant, on a vécu la période, effectivement, oui, le Covid. De Covid, mais normalement, oui, c'est effectivement une navette pour nous, exactement, oui. Alors, si ça ne vous gêne pas, on voudrait refaire le point le plus brièvement possible sur différents trucs d'actualité, sur ce qui se passe à Bruxelles. Le paquet mobilité, on en est où? Ah oui, bonne question. Paquet mobilité. Bonne question, parce qu'on avait beaucoup travaillé avec la FNTR sur le paquet mobilité. Ça a été une négociation vraiment très très difficile, très dure. Et là, on parlait d'entreprise France, mais là, c'était vraiment l'équipe France, avec la FNTR et les autres acteurs qui sont concernés pour essayer de porter des positions en Europe assez fortes. Le résultat a été plutôt satisfaisant. Du coup, ce paquet existe aujourd'hui, il a été adopté, il est en phase de mise en œuvre, mais il y a quelques séquelles quand même. Plusieurs dispositions de ce paquet ne plaisent pas nécessairement à tout le monde et donc il y a une tentative pour certains de remettre en discussion quelques dispositions fortes que nous d'ailleurs avions portées avec la FNTR. En particulier, il y en a deux essentiellement. La première, c'est sur la question du retour du camion tous les 8 semaines. Alors, cette disposition a été conçue en France avec la FNTR et vise effectivement à trouver tous les escamotages possibles pour faire face aux entreprises boîtes aux lettres, en fait. Le retour du camion marque bien qu'il y a un centre d'établissement quelque part, ailleurs qu'en France ou dans l'Europe occidentale, sur les marchés du cabotage. Et ça permet effectivement d'éviter que le camion stationne perpétuellement ailleurs. Et la deuxième, peut-être, je comprends... Juste, oui, allez-y, pardon. Oui, et la deuxième disposition, c'est la période de carence pour le cabotage, qui est aussi un élément extrêmement important que nous avons porté avec la FNTR, qui permet d'éviter en fait qu'il y ait un cabotage permanent. Oui. Et voilà, ces deux dispositions aujourd'hui font l'objet d'une saisine de la Cour de justice européenne. Ah oui, ils vont en justice. Hein. Ah oui, ils vont en justice. Et nous, évidemment, on défend avec le Conseil et le Parlement le texte qui a été adopté. C'est-à-dire, on pense aux pays de l'Est, mais il y a également la Belgique et l'Espagne. Hein. Oui, parce que les questions ne se posent pas de la même manière selon qu'on parle du retour du camion, qui évidemment ne gêne pas un pays frontalier. Le retour du camion, c'est normal, il retourne. Par contre, la période de carence, lorsqu'on est frontalier, ça constitue une vraie difficulté pour nos pays voisins, en fait. Donc effectivement, sur la période de carence,
c'est plutôt nos voisins. Sur le retour du camion, c'est plutôt les pays de l'Est. D'accord. Il y aura pour moi, alors transporteur français, il y a des échéances à respecter sur le paquet mobilité. Il y a des choses qu'il faut que je fasse, qu'il faut que je change. Oui, en fait, les choses sont déjà en cours de changer. Par exemple, toute la partie sur l'accès à la profession, accès au marché est déjà en place. Il y a des dispositions qui, par contre, entreront en vigueur un peu plus tard pour donner un temps d'adaptation. Je pense, par exemple, au nouveau tachygraphe, qui est l'outil pour notamment faire des contrôles plus approfondis et plus pertinents. Lui, il a un temps de mise en œuvre plus important parce qu'il y a des enjeux techniques aussi. Il faut le construire. Donc on n'a pas encore les moyens de contrôle. Non, on a des moyens de contrôle qui se sont... L'éco-tachygraphe, il n'est pas prêt. Et ben voilà, le tachygraphe qui, par exemple, enregistre automatiquement le passage d'une frontière, parce qu'aujourd'hui c'est manuel, ça on ne l'a pas encore en fait, hein, et on l'aura un peu plus tard. Mais là, c'est la question technologique qui est en jeu. C'est une bonne idée, maintenant il faut la transformer en fait techniquement. D'accord. Il n'y a pas encore trop d'échéances à respecter, moi, transporteur français. Ben, en fait, elles sont déjà, depuis elles sont déjà en place. D'accord. En fait. Oui. Alors, après, paquet mobilité, attention, you speak English, fit for 55. What that? Alors, on en parle beaucoup, on ne sait pas très bien ce qui se cache derrière. C'est quoi ce fit for 55? Bah, je vous accorde, déjà, l'intitulé, il fait un peu peur. Oui. Voilà. Non, en fait, en français, on l'a traduit par fait pour le 55. Voilà. Et fait pour, c'est 55 de moins. Oui, c'est ça. La réalité, c'est que on voit bien la crise climatique à laquelle on est confronté. Et on commence vraiment à l'apercevoir avec des effets, des événements climatiques extrêmement dévastateurs. L'idée, c'est qu'on puisse accélérer la réduction des émissions. Donc 55, c'est l'objectif que nous avons pris collectivement. D'accord. C'est pour la philosophie. Oui. C'est plus, on prend un objectif commun avec le Green Deal, en gros. Toute l'Europe. Le Green Deal décrit comment le faire dans tous les secteurs, en fait. Donc, le transport, c'est un des secteurs émetteurs sur lequel on a le moins progressé, en fait, et sur lequel, du coup, l'effort sera porté de manière particulière. Or, cet effort, il repose sur plusieurs acteurs, en fait. Donc, pour qu'on puisse réduire, il nous faut des véhicules moins polluants. Donc, il y a un travail à faire sur les constructeurs. Oui. Il nous faut des carburants moins polluants. Donc, il y a tout un travail à faire sur l'évolution des carburants, sur l'incorporation des biocarburants. Et il y a un troisième volet qui est aussi très important, et évidemment, c'est disposer d'infrastructures qui permettent de passer à l'électrique. Donc, chacun doit faire une part de l'effort pour qu'on puisse faire cette transition de manière rapide, mais aussi juste et adaptée, en fait. Ça, c'est pour la philosophie. Ouais. Concrètement, ça va changer. Il y a des objectifs déjà, des groupes de travail? Oui, concrètement, on a sur la table pas mal de textes législatifs qui sont en négociation actuellement, qui ont été présentés effectivement par la Commission, qui portent sur ces différents volets. Ce grand paquet, parce qu'il y a 13 textes dedans, donc c'est vraiment très important, sera l'une des grandes priorités de notre présidence du Conseil qui commence en janvier. On va en parler. Oui. En janvier, on remplace les Slovènes. Macron est président de la Commission européenne. Enfin, on prend la présidence de l'Union européenne. Juste sur The Fit for 55, Yes, sir. Est-ce que la FNTR a son rôle à jouer? Ah oui, non, absolument. L'objectif, comme on avait fait pour le paquet mobilité, c'est qu'on se retrouve. Du coup, il faut être ambitieux, mais aussi rationnel. L'idée, ce n'est pas que demain, on ait moins 55% parce qu'il n'y a plus personne qui travaille ou il n'y a plus d'entreprise. L'idée, c'est au contraire qu'on soit capable, nous, d'arriver à ce moins 55 en utilisant nos talents. Donc la France n'est pas un pays comme les autres, hein, il faut le dire. On a un temps d'avance sur certaines choses, il faut les valoriser. Là, on a plus de difficultés, il faut envisager la bonne trajectoire pour y arriver. Donc l'idée, c'est qu'on y arrive bien. Et moi, pour avoir beaucoup travaillé avec la FNTR sur mes postes précédents, je sais qu'on y sera en fait à ce rendez-vous. Parce que il ne s'agit pas concrètement d'être en retard sur ce défi qui est universel. Question plus personnelle. Vous travaillez depuis longtemps avec la FNTR. Vous connaissez Isabelle Maître? Ah ben, mais c'est elle, c'est sa faute. Et de Florence, je suis là régulièrement. Racontez.
Isabelle Maître. Isabelle Maître, c'est une excellente lobbyiste, en fait. Hein. Elle a tout pour elle. Elle a un relationnel terrible. Elle vous écoute. Ah bon, d'accord. Oui, oui. elle est derrière son poste. Hein. Oui, d'accord. Et donc, du coup, on s'est connus à l'époque... Faites-la rougir. Oui, on s'est connus à l'époque où j'étais à Bruxelles. Et j'étais toujours lobbyiste pour l'État, mais directement à la représentation permanente de la France. Donc, j'étais plus dans le mécanisme européen. Bon. Et on a pas mal travaillé ensemble. Donc, on doit des explications à nos téléspectateurs. Oui. La FNTR est la seule confédération du TRM présente en permanence à Bruxelles. C'est assez important. C'est permanent. Hein, et voilà. Et c'est donc Isabelle Maître qui mérite d'être mieux connue et qu'il faut faire rougir. C'est une femme formidable. On a été... Bruxelles, vous allez voir, c'est là l'endroit où ça se passe. On s'est rendu dans ces bureaux et vous allez voir que ces bureaux sont communs parce que c'est là que se joue peut-être l'avenir de la TRM. Bonjour, Isabelle Maître, je représente la FNTR à Bruxelles en permanence depuis 1998. La fédération FNTR est la seule entité française représentée ici à Bruxelles. Nous travaillons avec les 3 institutions principales qui sont la Commission européenne, le Parlement et le Conseil. À la Commission européenne, ce qui est très important, c'est de pouvoir avoir d'influence le plus tôt, quand les textes sont préparés. Et là, nous rencontrons l'ADG, Direction Générale Transport, l'environnement aussi, qui compte beaucoup, de plus en plus, on avait évoqué le Green Deal, et également les affaires sociales. On fait des propositions, si on peut, on propose des amendements. Voilà, c'est un travail qui se fait en confiance aussi, c'est très important, et en présentant, on est en capacité de présenter des papiers concrets aussi sur l'évolution du métier, les difficultés des transporteurs, pour expliquer. Voilà, ce dont les législateurs ont besoin, c'est des explications aussi, de voir clair, de voir où ils vont. Le bureau commun de la FNTR à Bruxelles, avec les homologues allemands du BGL et les nordiques de NLE, c'est un peu l'événement des 2 dernières années. Beaucoup de tensions entre l'Est et l'Ouest, et on s'est plus unis encore que nous ne l'étions avant. Donc on a fait des déclarations communes, des papiers communs, on a beaucoup travaillé ensemble, et maintenant finalement, enfin il y a 2 ans, on a, disons, formalisé cette alliance, parce que c'est très important aussi, quand on est à Bruxelles, d'avoir une alliance. Les Français seuls, la FNTR seule, bien sûr, sera toujours écoutée, mais elle le sera davantage écoutée si on est allié aux Allemands ou aux Nordiques, et tel est le cas maintenant. Donc, nous sommes ici dans le bureau commun FNTR, NLE, BGL, et je serai contente de vous présenter mes collègues maintenant. Bonjour, je m'appelle Thorsten Olbeck, je représente les transporteurs nordiques ici. Nous s'appelle Nordic Logistics Association. Ça, c'est Danemark, Norvège, la Suède et Finlande. Et ensemble, nous sommes 16 000 membres. L'importance de notre bureau commun, il y a beaucoup. Nous sommes trop forts ensemble, 3 plus forts qu'un. Ensemble, nous sommes, je pense, plus ou moins 30 000 membres. Ça, c'est vraiment beaucoup. Nous pouvons partager des informations, ça c'est très important. Et aussi simplement avoir des collègues avec qui je peux parler, ça c'est important dans notre travail. Et aussi le network que nous avons, ça c'est important aussi. Bonjour, je suis Dirk, je représente ici le BGL à Bruxelles depuis bien une vingtaine d'années. Le BGL est une association allemande qui regroupe plus de 7000 entreprises dans le transport routier. Nous nous sommes réunis ici dans un bureau commun parce que ça manifeste d'abord une très longue tradition de coopération entre nos associations. Maintenant, nous sommes ralliés en plus avec les pays nordiques et se représenter à 3 est une plus-value face aux institutions européennes. On défend mieux nos intérêts en commun, nous représentons davantage d'entreprises et nous sommes vraiment très représentatifs de tout un secteur en Europe du Nord et de l'Ouest. Alors je pense que le Parlement aurait beaucoup de mal à réouvrir le dossier du paquet routier. On sait qu'effectivement, il y a un certain nombre de nations, toujours les mêmes, d'Europe orientale, qui sont opposées à ce paquet routier, mais il a été voté avec une majorité qui était quand même significative. Mme Valéane fait beaucoup d'efforts pour ouvrir cette partie-là sur le retour du camion. Le Conseil n'a pas montré beaucoup d'intérêt ou d'intérêt majoritaire pour cette tentative. Je pense qu'elle aura du mal
à arriver jusqu'au Parlement. Mais même si elle arrive au Parlement, je ne pense pas qu'elle serait reprise en considération, car il reste une majorité, la même d'ailleurs, hein, qui est un partage de type national et qui reconduirait, je pense, ou qui refuserait de modifier le dispositif. Dans le transport routier, il est clair que le passage de véhicules, je dirais, conventionnels, fossiles, vers des véhicules à émissions zéro, et notamment électriques, dans le transport lourd, c'est compliqué, c'est cher. Premièrement, c'est les délais, le temps. Parce que plus on va vous laisser du temps, plus vous pourrez amortir la flotte, plus les coûts du matériel vont baisser. Alors, on a vu les industriels vont s'adapter. Donc la mesure de temps, c'est un problème. Il ne faut pas que ce soit demain matin, parce que là, ça sera insupportable. Deuxièmement, il y a des mesures générales de financement qui existent. Des mesures qui vont exister sur les crédits spécifiques, notamment peut-être dans le mécanisme d'interconnexion de l'Europe, mais dans les fonds régionaux, les fonds FEDER, dans des fonds spécifiques comme le fonds de transition juste ou des fonds d'ajustement à la mondialisation, qui peuvent être également éventuellement utilisés, mais c'est plus difficile. La capacité d'aller à la BEI, qui va devenir aussi un acteur évident, puisque ça va être la banque du climat. Et puis le fait que je pense à un certain nombre de mesures dans le cadre de la subsidiarité, il s'agit de mesures fiscales ou parafiscales, qui sont prises par les États membres avec des détaxes, des modifications, des aides à l'investissement. Donc il faut du temps, de l'argent européen, des moyens européens, et il faudra aussi des moyens au niveau des États membres. Dire encore aussi que probablement il faudra mettre en place un modèle économique qui apporte des avantages au secteur du transport routier, ce qui n'est pas impossible dans le plan de la transition écologique. Francesco Gaeta, moralité, l'union fait la force? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas qu'on ait vu des Nordiques et un représentant allemand. Ça me fait penser en fait que lorsqu'on a parlé des difficultés qu'on a aujourd'hui à faire passer certaines dispositions du paquet mobilité, la France ne se bat pas toute seule, en fait, ça serait impossible. Du coup, nous, on a constitué effectivement avec certains pays ce qu'on appelle l'Alliance du routier, qui est une coalition en fait de pays, surtout des pays centraux de l'Europe, où il y a effectivement les Nordiques, les Allemands également, mais aussi les Italiens, les Espagnols, qui essayent effectivement de porter des positions communes et de mettre en avant deux enjeux qui me semblent primordiaux. Et vous en avez beaucoup parlé aussi avec M. Rivaton, ça m'a beaucoup marqué ce qu'il a dit et ce que vous avez lui fait dire. La première chose, c'est l'attractivité, ça passe par des conditions sociales aussi qui soient équitables. Et deux, la survie du secteur passe par une concurrence loyale. Loyale. Et personne n'a peur de la concurrence, mais à condition qu'on travaille avec les mêmes règles, hein, qu'on soit dans le même terrain de jeu. Et ça, ces pays le portent ensemble. Et du coup, c'est intéressant de voir comment la FNTR traduit cette alliance avec les opérateurs collègues, en fait, avec qui, et là aussi, évidemment, on l'a vu, des liens forts. Ouais. Ce que vous dites, soit on se fait imposer, soit on oriente. Oui, c'est ça. En fait, il n'existe pas une position intermédiaire. Oui. Soit on est à la pointe, et c'est ça, je pense, que la France doit faire, et la FNTR voudra faire, soit on se fera imposer par d'autres, et du coup, il faudra après se plier. On a une question. Ben oui, les éditeurs appellent, il y en a un numéro de téléphone et un SMS. Vanessa, vous êtes en régie. Quelle est la question que vous avez envie de poser à Francesco Gaeta? Oui, une question de nos téléspectateurs qui s'interrogent en lien avec la table ronde précédente sur le fait que via le Green Deal et le Fit for 55, est-ce qu'on ne va pas faire de l'Europe le bon élève dans la mondialisation, mais finalement se faire battre par des États-Unis ou la Chine qui ne vont pas se mettre autant de normes? Oui, merci. Vous permettez, je réponds. Elle s'appelle Vanessa. Oui. Elle est indispensable. Oui. Vous connaissez Isabelle Maître. Oui. Il faut connaître Vanessa. Oui, je comprends que j'aurais dû la connaître avant, d'ailleurs. Non, cette question, effectivement, a été posée aussi à M. Rivaton. Moi, je pense, comme lui, d'une certaine manière, qu'il y a deux éléments. Il y a le premier élément, c'est que chacun doit faire la part de chemin qui lui revient. Et du coup, l'Europe ne peut pas être un reste, il faut qu'elle soit à l'avance, on l'a dit, il faut aller de l'avant.
La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où on va de l'avant, nous, on crée un conflit dans le marché mondial. Oui. Et la question, c'est de savoir qui gagne ce conflit. Or, compte tenu des enjeux, je pense que c'est impossible en fait qu'on puisse tenir sur deux modèles économiques, un carboné et l'autre décarboné longtemps. Parce qu'on le verra de plus en plus et le changement climatique frappe dur en fait partout dans le monde. Avant, on se préoccupait beaucoup, et notamment lorsqu'on avait fait l'accord de Paris, des pays qu'on appelait vulnérables. Les îles, par exemple, parce qu'ils pourraient être inondés. Mais aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe au Canada. En Allemagne, les inondations, etc. Ce n'est pas une question uniquement des îles du Pacifique. Donc tout le monde demandera qu'on évolue. Et cette évolution... Même les mauvais élèves. Même les mauvais élèves. De toute façon, on le voit déjà aujourd'hui, et d'ailleurs, M. Rivaton en parlait, sur le fait qu'on ne finance plus des centrales à charbon à l'étranger. Oui. Ce n'est pas pour le climat, hein. C'est parce qu'elles ne sont pas rentables. Donc vous voyez bien. Oui. Donc, et pourquoi elles ne sont pas rentables? Parce qu'aujourd'hui, le coût de l'énergie décarbonée, donc l'énergie renouvelable, est plus intéressant que l'énergie carbonée. Et c'est vers quoi on va en fait. On déborde du temps. Je suis désolé. Non mais alors très rapidement, janvier prochain, présidence française pour l'Union européenne. Quelques mots, ça va changer quelque chose? Vous avez des pistes? Le ministre disait, on va parler beaucoup des bornes, par exemple. Oui. Ça va être effectivement un des sujets parce que nous, on souhaite effectivement que sur le plan de l'infrastructure, le passage à l'électrique, au tout électrique, le plus rapidement possible, soit possible. Donc on parlera infrastructure. On parlera beaucoup d'infrastructures, mais pas uniquement des infrastructures de recharge, mais également des infrastructures routières, parce qu'on aura la possibilité d'aborder la révision du texte européen qui définit les réseaux transeuropéens. Ça a été toujours une préoccupation des opérateurs, de pouvoir rouler sur des infrastructures qui soient à niveau. Et ça, on aura aussi la possibilité d'en parler. Et je voudrais rajouter une autre chose. On a le temps. Oui, je voudrais ajouter une autre chose, c'est que parmi les sujets qu'on aura, nous, à traiter, il y a un volet qui est super important, qui est l'innovation. Ça veut dire aujourd'hui, le secteur routier, comme les autres secteurs de transport, est confronté à une évolution technologique permanente, sur laquelle il faut qu'on soit aussi au rendez-vous. Merci d'avoir été notre invité. Une dernière question. Le débat rail-route, ça existe encore? Ça se fait toujours? Alors, ce débat évolue au fil du temps. Aujourd'hui, pendant longtemps, on a considéré que la seule manière de... Enfin, faire route, pardon. Oui, faire route. La seule manière d'y arriver, c'est effectivement tout basculer sur le fer. Aujourd'hui, on a une vision plus claire sur la complémentarité. On sait quelles sont les qualités de chaque mode de transport. Et on sait que le transport routier, c'est un mode simple, efficace, qui s'adapte très très rapidement à la demande. Donc il faut qu'on soit complémentaires. Est-ce que vous pourriez me répéter ce que vous venez de dire? Ça nous fait tellement plaisir. Non, mais... le transport routier, vous disiez? Le transport routier, on sait que c'est un mode qui sait travailler à flux tendu, donc il s'adapte à la demande et il est extrêmement performant. Donc du coup, il faut que tous les modes soient décarbonés et tous les modes soient efficaces au même titre, chacun sur, je dirais, sous son corps de métier, en quelque sorte. Le TRM est irremplaçable. Il est remplaçable et complémentaire. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir été notre invité. Voilà, il est déjà midi, on a débordé un tout petit peu, il est l'heure de nos déjeuner, mais il n'y a pas que des nourritures terrestres, parce que figurez-vous que pendant le déjeuner, on peut très bien continuer à bagnauder, à surfer sur le net. Pourquoi? Parce que comme on n'a pas malheureusement l'occasion d'être ensemble dans un congrès physique, là on est encore en digital, eh bien les partenaires sans qui ce congrès n'existerait pas, même s'il est digital, les partenaires sont encore là, sur le net, et ils vous attendent. On peut visiter les stands, on peut les voir, on peut leur parler en visio. Les partenaires sont sur le site. Je vous en prie, profitez de l'heure du déjeuner pour aller leur rendre visite. Ils vous attendent. Nous, on se retrouve en plénière à 15h. 15h pile, parce que dans le transport routier, on est toujours pile poil à l'heure, jamais de retard. Merci à vous tous. Merci d'avoir été fidèles. Merci, monsieur Monaldi. Francesco. À très bientôt à 15h. Et en attendant, au bagnode pour aller voir les partenaires. À bientôt. Au revoir.